Bonjour à tous, deux invités dans Actu Matin ce matin. D'abord, Marie-Reine Alapini Gansou, avocate de métier, juge béninoise à la Cour pénale internationale. Avec elle, nous allons feuilleter les pages de son ouvrage, une autobiographie qu'elle met prochainement en librairie. Elle sera dans ce studio dans un instant. Notre second invité, enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la climatologie appliquée. On va parler de climat donc avec lui et précisément de cette grande chaleur notée au sud du Bénin, alors même qu'au mois de décembre et de janvier, le vent froid et sec de la matin devrait dicter sa loi selon le calendrier des saisons. Docteur Hervé Afouda va nous dire ce qui se passe et le lien que cela peut avoir avec la qualité de la prochaine saison agricole au Bénin. Notre débat va s'atteler à faire un petit point de la mandature actuelle de l'Assemblée nationale de 2023 à 2026. Ils auront eu 3 années, les députés, pour élaborer les lois et contrôler l'action du gouvernement selon le rôle dans lequel les enferme la constitution béninoise. Y ont-ils répondu? À quelle hauteur on fait le débat? Nous parlerons sport aussi avec notamment les deux demi-finales de la CAN Maroc 2025 qui se jouent ce soir à partir de 18h quand Dino Roueto sera par ici pour nous faire le point. Bienvenue à tous. Voici Fraternité pour commencer la une des journaux ce matin. Euh, Quelques petits détails à régler. Reprise annoncée de la production pétrolière sur le champ offshore de Semépodjilon noir pour booster l'économie béninoise. Les veulent plus d'industrialisation, d'autonomie énergétique et de production locale. Police républicaine, 4 aéronefs high-tech pour assurer la sécurité nationale. Nous passons à le matinal, libération du site orifère de Kousigou, montagne de Natitengu. Les occupants invités à s'exécuter. Gaskiani Info, pétrole de semaine, la production débute fin janvier. Le potentiel pour continuer en attendant que les réglages se fassent pour que vous ayez la une des journaux à la maison. Bien voilà, élection communale du 11 janvier, la débâcle des maires dans 14 communes de vote. Le vote sanction aura fait mal. Libération, climat des affaires au Bénin. Justement, Cotonou a classé deuxième en Afrique de l'Ouest selon la Banque mondiale. Matin libre, double scrutin du 11 janvier 2026, le taux de participation, l'autre enjeu, les grandes tendances de la Sénat attendues ce matin. Dabarou, tourisme en plein essor au Bénin, talon fin du Bénin, la destination la plus convoitée en Afrique. Nous passons à Bénin intelligent, élection du 11 janvier, balai des missions d'observation à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome. L'informateur abusivement incarcéré dans une prison en Côte d'Ivoire. 3 Béninois supplient Patrice Talon. Et puis après le double scrutin du 11 janvier, la 10e législature installée le 8 février prochain. Adjache News, une délégation de la CEMAC remet son rapport à la Sénat. C'est une mission d'observation électorale qui était donc à Cotonou dans le cadre des élections du 11 janvier dernier. Le Soleil Bénin Info, talon d'Omt Yahi, l'avenir politique des démocrates en pointillé. C'est une lecture politique. Décryptage info pour continuer. La Vaudoudaise 2026 à Ouida, la GDS en première ligne pour la salubrité urbaine. La boussole par Hakou, la mairie en cœur prenable par le BR. Selon le journal, voici Fraternité pour la deuxième lecture. Reprise annoncée de la production pétrolière sur le champ offshore de Semépodi, l'or noir pour booster l'économie béninoise vers plus d'industrialisation, d'autonomie énergétique et de production locale. Police républicaine, 4 aéronefs high-tech pour assurer la sécurité nationale. Voilà donc ce qu'on peut retenir de la une des journaux ce matin. Je vous propose qu'on feuillette un peu l'intérieur de Fraternité qui nous propose justement pour un article assez intéressant ce matin. L'or noir pour booster l'économie béninoise, la relance des activités notamment de pompage de pétrole au niveau donc du champ offshore
de Sébec-Moudi. Les journaux l'annoncent. Fraternité fait un zoom là-dessus et pense que ça va en tout cas améliorer le contexte d'industrialisation du Bénin, d'autonomisation énergétique surtout et de production locale. Qu'est-ce que ça pourrait apporter à l'économie nationale? Le journal s'est surtout intéressé à cela dans un article publié notamment en sa page 3. Je vous conseille vivement d'aller y jeter un coup d'œil pour comprendre un peu les enjeux en la matière. C'est sous la plume de Ange Mpoli Touaba que vous aurez donc à lire un peu le contenu de cet article-là. On parle toujours de Vaudou Days, et notamment de Vaudou tout court, avec cette lecture d'un père missionnaire. C'est à travers l'exposition Bénin aller-retour. De quoi est-ce que ça retourne? Elie Afouda est allé découvrir un peu cette exposition. En fait, c'est un miroir promené le long du Bénin depuis le Dahomey pardon, vers 1600 jusqu'à aujourd'hui où on parle de Voodoo Days. Qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce que ça a progressé? Quelle est la physionomie actuelle qu'on connaît à la culture béninoise et précisément du Dahomey? Que devient le vaudou après autant de siècles passés? C'est autant d'éléments dont les réponses sont à découvrir, notamment avec l'article donc de Fraternité sur cette belle exposition qui est en cours. Et puisque nous parlons justement de vaudou, il y a cette particularité, ce zoom proposé par le journal de Pénoté sur un vaudou, notamment celui-là à Tigali de Dassa. Comment est-ce que les adeptes se comportent et quels sont les principes de fonctionnement et quelle est la philosophie de ce vaudou-là? Eh bien, Fraternité a fait un zoom sur justement le vaudou et ses fidèles, notamment pour ceux qui sont de d'Assazouma. Il y a une touche particulière qu'ils ont apportée à cette célébration des Vaudou Days. Le journal vous propose justement d'aller voir de quoi est-ce que ça retourne. Et puisque nous sommes justement mercredi, mettons ce jour et que c'est prévu les deux demi-finales de la CAN, Fraternité de Vieux Sport, alors à cet effet avec une lecture des affiches proposées par cette CAN qui est justement à cette étape des demi-finales aujourd'hui à partir de 18h de Cotonou. Vous allez suivre notamment la première et la deuxième demi-finale. Ce sera d'une part Maroc-Sénégal pour commencer. Et puis de l'autre, Nigeria, Égypte. Si les détails proposés sont beaux. Ah non, je dis n'importe quoi. Hein. Vous aurez notamment dans un premier temps un Sénégal. Mettons Égypte et puis un Nigeria, un Maroc, deux demi-finales qui promettent en tout cas de nous imposer un rythme intéressant en matière donc de football. En tout cas, Caldino Mata passera par ici pour nous donner de plus en plus de détails. Allez, on va passer maintenant au bulletin d'information avec Ingrid. Ingrid, bonjour. Bonjour Tanguy. Avec vous, le bulletin d'information. Et déjà, voici les titres pour commencer. Le rapport de la mission d'observation des experts électoraux de la Commission économique et monétaire ouest africaine, de l'Afrique centrale est déjà disponible entre les mains des autorités de la Commission électorale nationale autonome. Le document retrace les qualités et les faiblesses du processus électoral. C'est Idriss Boukari qui est allé jeter un coup d'œil sur le papier en question. Les Voodoo Days, on en parle toujours, pendant que le festival battait son plein à Ouida, la place Badaranto a accueilli, là nous sommes à Boumeka, la ville, une grande cérémonie au programme libation, prière aux divinités de cette commune et bien d'autres activités. Hugues Vimbe vous fera le point, vous l'avez eu à l'image. Voici le bulletin. La CEMAC était à Cotonou dans le cadre des élections du 11 janvier 2026, est passé dans le bureau de vote, a observé de près le processus et a pris son stylo pour noter quelques éléments importants, a confié désormais à la Sénat, la Commission électorale nationale autonome, l'opération
de remise de documents a eu lieu ce mardi. Kate. Oui, Tanguy, il était question de transmettre le rapport de la mission qui relève les qualités et les faiblesses du processus électoral. En attendant la proclamation des résultats, la mission qui a été accréditée par la commission électorale a félicité le Bénin pour l'organisation de ces élections sans incident. Je vous propose un extrait de l'intervention du porte-parole de la délégation. De bon ton qu'on puisse venir rendre compte à cette instance fêtière qui est bien sûr l'organe organisatrice de cet événement. Et au-delà de cela, suite aussi à notre déclaration préliminaire qui a été faite ce matin devant la presse, venu également dire merci au président de la commission pour l'hospitalité et la facilitation qui nous a été faite pour circuler sur l'ensemble du territoire national. En toute quiétude, nous avons déployé nos observateurs en synergie avec la mission Monarque Vie nationale, et ce qui fait que nous avons couvert une grande partie du territoire national du Bénin et on en ressort très fiers du bon déroulement de ce scrutin, malgré quelques couacs qui ne manquent jamais, mais qui quand même à la fin sort d'un point très positif selon notre mission venue de l'Afrique centrale. Ils sont satisfaits et sont convaincus de ce que nous sommes des experts vraiment africains qui avons pour cet intérêt l'esprit panafricaniste de voir nos États ne pas sombrer en période électorale, mais plutôt faire des remarques qui soient des remarques qualitatives et surtout des remarques progressistes et dont nous profitons à chaque fois que nous allons un peu partout de prendre le Bénin comme un exemple, comme un cas d'école pour dire aux autres États africains de prendre l'exemple du Bénin qui pendant la période électorale est une période festive où les gens se regardent dans les yeux, se saluent et il n'y a aucune divergence. Donc nous ne devions plus aujourd'hui en Afrique organiser une élection qui crée des hécatombes ou qui fait partie des citoyens de leur pays ou d'autres contrées parce qu'il y a élection. Donc je pense que le Bénin étant ce cas d'école, vous comprenez pourquoi nous partons de loin pour venir participer et aussi profiter, avoir des enseignements, parce que le Bénin enseigne en termes aujourd'hui de sa quête vers la démocratie et surtout sa stabilité et la paix, ce qui donne un progrès assez considérable puisqu'on a eu à observer les élections par le passé ici, mais notre arrivée nous montre que le Bénin avance surtout en termes de développement. Et aujourd'hui, le Bénin est une vitrine pour l'Afrique parce que pour partir de chez nous pour ici, on n'a eu aucune contrainte, ce qui, contraire à d'autres pays où il faut des tracasseries de visa et autres, le Bénin a donc rendu effectif le thème Union africaine. Et nous pensons que ce sens de panafricanisme fait du Bénin aujourd'hui un État qu'il faut respecter et respecté par toute l'Afrique et le monde entier. La chaîne de télévision privée Canal 3 Bénin a reçu dans la journée du 11 janvier 2026, jour d'élection, une délégation du réseau des instances africaines de régulation de la communication, conduite par le président de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication. La délégation est venue en mission d'observation électorale dans le cadre de la couverture médiatique des élections législatives et communales au Bénin. On écoute la porte-parole de la mission pour en savoir davantage. Nous sommes ici donc dans le cadre d'une mission d'observation et de suivi et d'information de la campagne électorale au Bénin. Nous ne sommes pas nous ne faisons pas d'observation politique, nous observons les dispositifs mis en place à travers justement cette mission très importante des régulateurs qui est celle de garantir pendant les élections, mais aussi en dehors des périodes électorales, de garantir un accès aux médias publics et privés aux différents courants d'opinion, aux différentes formations politiques. Nous sommes donc dans un moment démocratique important et pour nous, c'est important d'être informés sur ce que la HAC, mais aussi la Sénat et d'autres institutions ont installé comme dispositifs qui permettent cette expression du pluralisme, parce qu'on ne peut pas avoir un citoyen qui jouit de ce droit démocratique électoral s'il n'a pas accès aux différents programmes pour pouvoir exercer ce droit et ce choix de manière éclairée, de manière avisée, de manière informée. C'est ainsi donc que nous avons été voir sur le terrain, comment par exemple là nous revenons d'un bureau de vote et nous avons constaté la sérénité
dans laquelle se déroule le vote, la présence par exemple aussi de citoyens, d'autres observateurs, mais aussi des représentants des différents partis. Nous avons vraiment salué la proposition de la HAC de proposer aux différents candidats des thématiques, toutes d'intérêt général, et de leur laisser aussi à leur appréciation le choix d'une autre thématique, parce que une campagne électorale, c'est un moment d'information et il faut garantir justement que les interventions des partis politiques dans le strict respect de leur indépendance, que ce soit des moments d'information, des moments où le citoyen est éclairé pour lui donner la substance qui lui permet de faire. Et cette mission qui a couvert la période du 8 au 12 janvier a porté notamment sur les dispositifs mis en place pour garantir un accès équitable des partis politiques béninois aux médias publics et privés. La délégation a déclaré être satisfaite de la mission et a félicité la HAC pour le mécanisme mis en place pour une couverture médiatique optimale en cette période électorale. On retrouve la porte-parole de la mission. En mon nom propre, mais aussi au nom de tous mes collègues membres de cette délégation africaine, nous voudrions vraiment féliciter la HAC du Bénin et au-delà de la HAC, bien sûr les autres autorités du Bénin, de consolider et le rôle de régulateur comme acteur d'approfondissement démocratique. La régulation a ceci de particulier, c'est une intervention publique indépendante. On n'est pas des juges, on n'est pas des gendarmes, on est des acteurs qui travaillons dans l'approfondissement démocratique et dans le développement d'un plus grand accès de citoyens à ces droits. Il n'y a pas de meilleur exemple que l'accès de citoyens au libre choix démocratique pour décider de ceux qui vont le gouverner, de ceux qui vont le représenter. Donc c'est vraiment une bonne pratique et je suis vraiment ravie en tant que Marocaine de participer à cette mission que je considère vraiment d'intérêt public. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Et on passe maintenant à un autre sujet de l'actualité. Dans le cadre de la célébration des Vodun Days, la place Bada Honto, située dans l'arrondissement central d'Abomey-Calavi, a été le théâtre d'une grande cérémonie. Devenue une tradition, l'événement est organisé pour exalter les divinités de la commune. Une célébration riche en couleurs que nous résument ici Hugues Vingbe et Jocelyn Barriga. Enflammée par l'ambiance des Vodun Days, la place Bada Honto d'Abomey-Calavi est en pleine vibration. Pour le spectacle ici, les adeptes de tous les cultes vaudous de l'arrondissement central, Trompeto de Ka, Achina, Oro, Ouvert, Zambeto et Jean. En langue locale, autorités administratives de la commune et représentants de dignitaires de culte vaudou de l'arrondissement expriment à la foule leur fierté et leur gratitude. Abomey-Calavi fête aussi Vodun Day à sa manière. Nous n'avons pas pu nous déplacer vers Ouida, mais nous sommes ici avec nos vaudous, avec nos différentes cultures et tout se passe très bien. Ceci au grand bonheur de la population. L'occasion pour nous de saluer le chef de l'État. C'est notre identité. C'est notre identité d'abord en tant qu'Africain et en tant que Béninois. Parce que le vaudou, c'est de chez nous. Donc c'est notre identité, c'est notre religion. Et vous voyez maintenant, c'est l'aspect culturel que nous sommes en train de développer. Autre fait marquant de cette grande cérémonie, la séance de prière et de consultation du Fa effectuée au centre de l'arène. Tous les ans, nous consultons d'abord et la divinité Fa nous dit ce qu'il faut faire. Et c'est ça que nous exécutons. Ce n'est qu'une partie de ce que vous voyez. Nous avons commencé depuis 3 jours. De cette prière, les divinités de toutes catégories confondues font ce qu'ils doivent faire pour que la commune prenne, pour que le pays prenne, pour qu'il n'y ait pas de versement de sang par-ci, par-là. Par exemple, nous allons aux élections maintenant. Les élections sont à 3 jours, à 2 jours de ce 10 janvier. Vous allez voir, tout va se passer comme de droit.
pour dire que la fête est très, très belle maintenant. On va remercier notre cher le président qui est là actuellement, le président Excellence Attala Guillaume Talon. Nous le remercions beaucoup pour cette initiation qu'il nous a mis et pour les 3 jours qu'il nous a donné encore pour cette fête. Passé ces entr'actes, les démonstrations ont repris de plus belle. Les manifestations entrant dans le cadre des Vodou Days édition 2026 ont pris fin ce samedi. Les Vodou Days 2026, ce n'est pas seulement les rituels et les grandes cérémonies. À Ouida, la culture s'exprime aussi à travers l'art et la créativité. Sur la plage, des visages se transforment en véritables œuvres d'art grâce au face painting, une pratique qui aligne symboles, vodou, identité et expression artistique. Teddy Goudalo et Moufid Saboran nous proposent ici une immersion dans l'univers du face painting. Suivant. Sur la plage de Ouida, les couleurs pâles avant les mots. En marge des Vodou Days 2026, le face painting s'impose comme une véritable attraction. Sous les mains expertes des artistes, les visages deviennent des toiles vivantes ornées de symboles vaudous, de signes mythiques et de motifs inspirés de la nature et de la spiritualité africaine. Moi, j'avais choisi de lui faire des motifs africains, mais elle a dit non, qu'elle préfère des fleurs. Donc, sûrement, elle a ses mots à dire selon le motif qu'elle a choisi. J'aime ça parce que j'aime les fleurs. Les écritures, Vodou Days, chant, nous sommes fiers de notre culture, quoi. C'est un peu ça. Ici, chaque dessin a un sens. Les participants au Vodou Days, venus du Bénin et d'ailleurs, se prêtent volontiers à l'exercice. Certains choisissent des symboles de protection, d'autres des marques identitaires ou purement artistiques. Pour les peintres, il s'agit avant tout de raconter une histoire, de transmettre une mémoire et de valoriser une pratique ancestrale avec créativité. Pour moi, c'est une chance de me faire maquiller à travers les couleurs de l'Afrique. Et ça permet aussi de communiquer avec le monde extérieur. Ils sont en train de démontrer qu'à travers cet événement, on peut valoriser notre culture. Et là, on est en train de se maquiller, de dessiner de beaux dessins sur nos visages. On aime bien. On aime bien. C'est très joli aussi. Vous voyez les couleurs que j'ai faites. C'est la fête qu'on commémore et les fleurs représentent l'amour. Ça représente l'unité et j'ai voulu faire le tatouage juste à Vodou Days pour montrer qu'on est un au Bénin, un et indivisible. Et voilà pourquoi j'ai fait mon tatouage en fleurs. Entre tradition et expression contemporaine, le face painting enrichit l'expérience des Vodou Days. Bien plus qu'un simple ornement, il devient un langage culturel à part entière, un moyen d'appropriation et de célébration du patrimoine immatériel. Et voilà, c'était le bulletin Tanguy. Merci Ingrid pour la présentation. Très bonne journée à vous. Prenez soin de nous. Merci Tanguy. Mesdames et messieurs, voici mon premier invité. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année. Vous aurez votre page des sports avec notamment Candide Roueto déjà installé. Candide, bonjour. Bonjour. Je vous reviens tout à l'heure pour l'actualité des sports sur l'Actu Matin. Pour l'instant, on va recevoir notre tout premier invité, Dr Hervé Afouda. Il est enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la climatologie appliquée. Dr Afouda, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur l'Actu Matin. Merci. Avec vous, on va s'étonner ce matin. Depuis décembre, on l'attendait. L'Harmattan n'est toujours pas là, en tout cas dans la partie méridionale du Bénin. On va essayer de comprendre un peu avec vous.
ce qui se passe. On parle beaucoup de changement climatique ou de perturbations climatiques, de glissement climatique. Bon, les thèmes techniques sont multiples. Hein? Et c'est vous qui les utilisez, vous spécialistes du sujet. Faut-il mettre la chaleur actuelle au sud du Bénin sous ces différents chapitres-là, quand on sait que d'habitude et à l'heure actuelle, on devrait avoir plutôt droit à l'harmattan, notamment dans la partie méridionale du Bénin? Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais remercier d'abord toute l'équipe. Merci. Et remercier également vos téléspectateurs pour m'avoir invité ici. C'est un plaisir. Et pour aborder le sujet, je dirais qu'effectivement, ces derniers temps, on remarque qu'il y a l'absence de temps frais. Oui, cette fraîcheur qu'on a l'habitude d'observer au cours du mois de décembre et jusqu'au mois de mars. Ouais. Mais ce phénomène est qualifié généralement d'harmattan. Oui. La définition en fait de l'harmattan, c'est quoi? L'harmattan, c'est un vent sec qui est la résultante d'une combinaison de vents provenant du Sahara et vient rencontrer les vents qui viennent de l'océan. Donc, cette combinaison-là, cette rencontre de ces deux vents provoque un certain nombre de manifestations, ce que nous constatons en matière de froid, ou bien de fraîcheur et de visibilité peut-être. De visibilité. Bon, beaucoup plus de poussière. C'est caractérisé par la poussière. Oui. Et la poussière ne provient que du Sahara. Puisque c'est tous les vents, dès que dans leur circulation atmosphérique, passent par des zones et se chargent des caractéristiques de ces zones-là pour pouvoir pour nous ramener ça sur nos côtes. Donc, voilà un peu ce qui caractérise l'harmattan. Mais ce que nous avons observé particulièrement hier, on va le qualifier de brouillard, qui n'est qu'une condensation des gouttelettes d'eau et qui réduisent la visibilité d'environ 1 km, moins d'1 kilomètre, de quelques mètres ensuite. Donc, ça réduit cette visibilité-là, compte tenu de la teneur en eau, de l'humidité qui se retrouve là. Mais par contre, quand vous regardez au niveau de l'harmattan, c'est un vent sec et qui n'est pas forcément humide, qui n'a pas une humidité assez élevée. Hier, nous étions autour de 90% en termes d'humidité. Mais aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, nous sommes autour de 72% d'humidité. Ça a baissé un peu. Mais pourtant, on voit qu'il y a le caractère un peu plus frais. Donc, l'harmattan est là. L'harmattan n'est pas parti. Donc, en regardant ces deux phénomènes climatiques qui se manifestent, mais qui ont des origines différentes. Voilà. Mais ce qu'on a souvent, c'est quand même une fraîcheur très accentuée. Pourquoi est-ce que c'est la chaleur qui domine, notamment à partir, mettons, de 17h, 18h, déjà, on commence à suffoquer? Oui. Comme je l'ai dit tantôt, l'harmattan, quittant la zone, comment on appelle, la zone du Sahara avec ses caractéristiques, et se retrouvant au niveau de au sud ici, en rencontrant le vent qui quitte l'océan, il y a une certaine teneur, une force qui s'exerce sur le vent de l'océan. Lorsque le vent qui provient du Sahara domine celui qui provient de la mer, du coup, nous constatons ce poids de fraîcheur que nous avons. C'est vrai qu'à travers les images satellites, quand on les observe, généralement, on observe l'intrusion d'autres types de vents quittant hors des tropiques et qui proviennent généralement des zones polaires, ainsi de suite, et qui viennent mettre l'accent sur le froid que nous constatons. Mais
si vous prenez en ce qui concerne le vent qui quitte le Sahara, c'est beaucoup plus le caractère poussiéreux et le caractère sec que on peut retenir. Voilà. Est-ce à dire que c'est parce que le vent qui quitte l'océan n'est pas suffisamment chargé que nous n'avons pas la fraîcheur que nous avons habituellement? Non, le mécanisme de fonctionnement de ces vents qui quittent généralement les zones extra-tropicaux, n'étant plus forcément comme cela se doit sur nos zones, à cause d'un certain nombre de mécanismes qui peuvent s'expliquer par le réchauffement global que nous avons ces temps-ci, mais qui peuvent s'expliquer également par d'autres phénomènes. Les questions le relief peut influencer cela, ainsi de suite. Ces aspects-là peuvent agir sur l'effet que nous constatons ces derniers mois. Est-ce que justement ce changement de température qu'on observe avec la chaleur qui vient n'a pas un effet direct avec notamment le calendrier agricole et surtout l'activité agricole après? Oui, merci beaucoup pour la question. Je voudrais dire que en fait, l'harmattan vient généralement au temps de la saison sèche. Oui. Et du coup, ça profite d'une manière ou d'une autre aux populations, puisque en ce moment, ça correspond généralement à la période des récoltes. Et avec la période des récoltes, l'arrivée de ce temps permet de sécher davantage les différentes récoltes, etc. Sauf que avec la situation actuelle où nous constatons que pratiquement il y a une modification de l'arrivée ou de l'intensité de ce phénomène, on peut peut-être croire effectivement que ce phénomène-là peut avoir d'impact sur le calendrier agricole. Mais je ne dirais pas que c'est possible, parce que quand on regarde l'origine même de la définition de l'harmattan, nous savons que c'est sous l'effet d'un vent qui quitte au niveau du Sahara et qui vient sur nos côtes. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas de perturbation outre mesure sur l'activité agricole. On sait que c'est aussi une période qui permet quand même, mettons, aux champs de s'assécher aussi, au-delà des productions agricoles, aux champs de s'assécher. C'est un allègement aussi que cela, dans l'activité suivante dans le calendrier agricole, non? Le cultivateur n'a plus besoin forcément d'investir autant d'énergie pour défricher son champ, par exemple. Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais ce qui peut aujourd'hui tromper le paysan, puisque à ce niveau, il faut faire attention, on peut se dire qu'aujourd'hui, le paysan, ne voyant plus cette fraîcheur, ce vent sec qu'il a l'habitude de constater, mais constate plutôt les situations de précipitation hors saison, le paysan peut quand même se dire, il y a déjà les pluies, et du coup, il faut commencer par semer de façon précoce. Ce qui est une erreur. Il est important de pouvoir éviter ces phénomènes-là, parce que malgré qu'il y a des pluies, des précipitations, du moins au cours hors de la saison pluvieuse qui est reconnue, cela ne doit pas permettre aux paysans de s'engager d'office, parce qu'en réalité, les précipitations n'ont pas encore commencé. Ça commence généralement à partir du mois de mars, mi-mars, jusqu'en juillet, au sud Bénin, jusqu'en juillet, mi-juillet, et ça reprend à partir de septembre pour s'achever autour de novembre, de fin novembre au plus. Pour le nord. Pour le sud. Pour le sud. Pour le nord, généralement, c'est à partir du mois d'avril que ça commence. Les précipitations commencent, et ça couvre juste après le mois d'août, le mois de septembre, ça s'arrête. Donc, les précipitations sont unimodales. Par contre, au niveau du sud, elle est bimodale. Voilà. On sait que, puisque vous parlez de vent, c'est un facteur fondamental dans la pollinisation, justement, des plantes. Est-ce qu'on aura aussi un effet sur ce plan-là? Oui. Merci pour la question. Effectivement, avec la présence du vent
qui fait déplacer la plupart des pollens et des fleurs qui sont relativement plus asséchées. Oui. Donc, il y a une forme de pollinisation qu'on peut constater au niveau des cultures de contre-saison. C'est ça. Quand on regarde, les cultures de contre-saison n'ont pas forcément besoin ils ont un système, il y a un système d'irrigation ou bien l'utilisation des bas-fonds pour pouvoir faire la production. Donc, ayant dans leur phase de développement, cette période-là pourrait constituer pour ces plantes-là des moments propices pour se développer. Voilà. Par contre, au nord du Bénin, on a quand même que l'Harmattan sévit normalement. Pourquoi cette dichotomie, à votre sens? Ok, je ne dirais pas que l'Harmattan sévit. Évidemment, quand on regarde, j'ai évoqué tout à l'heure en disant que l'Harmattan est la résultante du vent de la rencontre de deux vents. Oui. Donc, dès que vous avez le vent du Sahara qui domine le vent de la mer, donc évidemment, vous avez sur cette zone-là la présence de l'Harmattan. Donc, vice-versa. Vice-versa. Donc, actuellement, si vous constatez que au niveau de la région du nord, de la région septentrionale, il y a une dominance de ce vent-là. C'est que, en fait, c'est le vent du Sahara qui est largement dominant par rapport au vent qui provient de l'océan. Voilà. Alors, quelles seront les conséquences précisément actuellement? Peut-être, vous n'êtes pas médecin, peut-être, au plan sanitaire, au plan agricole, et le reste. Merci pour la question. Là, à l'arrivée généralement de l'Harmattan, nous constatons que les précautions devaient être prises au niveau des enfants parce que les poussières peuvent provoquer des maladies respiratoires, peuvent provoquer un problème de santé, grave. Et de la même manière, il faudrait que tout ce qui concerne les activités agricoles soient relativement bien surveillées parce qu'en ce moment, les phénomènes d'incendie peuvent se développer davantage parce que le vent qui accompagne cela peut être des indicateurs d'accélération. Oui. Donc voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ces éléments. Docteur Hervé Afouda, merci d'être venu sur Actu Matin. Je vous remercie, c'est moi. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université d'Abomey-Calavi, spécialiste de la climatologie appliquée. Vous étiez là pour qu'on parle un peu de cette différence que nous avons et ressentons au sujet de l'Harmattan, notamment dans la partie méridionale du Bénin. Ce n'est pas forcément la grande fraîcheur qu'on a l'habitude de sentir qui se fait remarquer actuellement. Très bonne journée, docteur. Merci, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, voici les sports. La grande fête de football continental tend tout doucement vers sa fin au Maroc. Les demi-finales d'ACAN 2025 se jouent ce mercredi, Candide. C'est bien cela, Tanguy. La compétition reprend les tambours au royaume chérifien pour donner de l'émotion, du suspense et surtout du spectacle pour les deux matchs du Caridas. Les enjeux, il faut le dire, sont grands et l'adrénaline sera au zénith avec du suspense en l'air durant toutes les deux rencontres. Les demi-finales de la CAN Maroc 2025 promettent un spectacle assez de haut niveau avec un carré final composé du Maroc, du Nigeria, du Sénégal et de l'Égypte. Les Lions de l'Atlas vont affronter une redoutable équipe nigériane à 21h, tandis que le Sénégal va croiser l'Égypte dans un choc entre champions d'Afrique et sextuple vainqueurs du tournoi. Un peu plus tôt, ça sera à partir de 18h, porté par leur expérience et leur sang-froid. Ces grandes nations, Tanguy, se disputeront ce mercredi les deux places de la finale pour la succession aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Oh oui, justement, on a de belles affiches qui nous attendent et qui vont être très alléchantes, même si mettre sur papier les deux rencontres semblent quand même équilibrées quand on voit un peu les équipes qui sont en question. Oui. Allez, ça va faire donc, mettons, à partir de 18h? Oui, 18h Sénégal-Égypte, le remake de la finale de la CAN 2021. 2021, justement, avec justement ce sacre des Lions de la Teranga alors.
Allez, on va parler des 12 pays qui vont discuter le tour préliminaire de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais avant, on fait un clin d'œil au Gabon. Au Gabon oui, la situation a un temps évolué au lendemain de la phase des groupes de cette CAN. Et après l'élimination du Gabon, le gouvernement, il faut le dire, de ce pays qui avait procédé à la dissolution de l'équipe nationale des Panthères jusqu'à nouvel ordre, la mise à l'écart de certains joueurs phares, y compris, mais le lundi dernier, il faut le dire, ces diverses sanctions ont été levées. La FEGAFOOT a annoncé la levée des mesures gouvernementales qui suspendaient l'équipe nationale du Gabon ainsi que la mise à l'écart de Pierre-Emerick Aubameyang et Bruno Ekwele Manga. Cette suspension avait été prise début janvier après donc les résultats décevants à la CAN Maroc 2025 où le Gabon a perdu ses 3 matchs de groupe face au Cameroun, au Mozambique et à la Côte d'Ivoire, provoquant une véritable crise dans le football gabonais. Le ministère des Sports avait alors ordonné la dissolution du staff technique et l'exclusion des 2 joueurs emblématiques, estimant que cette décision était nécessaire suite à une performance assez mitigée et jugée alors déshonorante. La suspension n'aura donc duré que 12 jours et les sanctions sont levées afin donc de préparer l'équipe pour les prochaines échéances, notamment le tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2027, ainsi aussi en vue de permettre à la sélection de se reconstruire pleinement, Tanguy. On va espérer que les esprits retrouvent leur équilibre là-bas. Ouais. J'avoue que la réaction m'a surpris un peu, cette sanction adressée à 2 joueurs qui sont quand même 2 joueurs clés de la sélection. Les joueurs emblématiques de la sélection. L'un est doyen de la sélection avec sa longévité. Il a commencé, je crois, il y a 20 ans à jouer pour la sélection. Ouais. Et l'autre qui est un attaquant emblématique, le plus important d'ailleurs dans toute l'histoire du football gabonais, si mes précisions sont bonnes. Je vous parlais de 12 pays qui vont disputer les tours préliminaires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, ils sont fixés. C'est bien cela, ils sont fixés pour la compétition. La CAF a procédé ce mardi à Rabat au tirage au sort des préliminaires de la CAN 2026, ce qui permet de fixer ces nations qui vont disputer les 6 places en lice pour rejoindre les 42 nations, les 42 pays déjà qualifiés pour la phase des groupes des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après donc le tirage, comme vous avez à l'image, les affiches Djibouti et Soudan du Sud, Tchad, Burundi, Somalie, île Maurice, Seychelles, Lesotho, Érythrée, Eswatini puis Sao Tomé qui va disputer une place pour les éliminatoires avec l'équipe de l'Éthiopie. Les matchs vont se jouer en aller-retour entre le 25 et le 31 mars 2026. Les 6 vainqueurs vont rejoindre les 42 équipes exemptées du premier tour dans le Bénin qui sera donc en phase de groupe pour les éliminatoires de la prochaine CAN, celle de 2027 qui sera co-organisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. Ça nous c'est tellement. Allez, on va revenir au pays. Ouais. On va parler des différents championnats nationaux de football, notamment masculins, qui ont repris pour citer depuis ce mardi en Ligue 1 béninoise. On a assisté hier à la 13e journée. Avec un total de 9 rencontres disputées dans le cadre de cette 13e journée de la Ligue 1 béninoise saison 2025-2026. L'équipe de l'US Cavalier a partagé la pomme d'un score nul d'un but partout avec son de l'USS craqué 2-1 pour la victoire de l'Autopopo devant Dragon Football Club, 1 but partout entre Dynamo FC d'Abomey, l'équipe de la jeunesse sportive de Pau. Espoir FC de Savalou s'est imposé 1-0 à l'équipe d'Aïma Football Club, 4-0 pour la victoire de Audio FC de Coma devant le champion au titre d'Adia Football Club qui n'y arrive toujours plus. Les situations en coulisses persistent toujours, les difficultés persistent toujours au sein du club de Dadia Football Club qui peine à véritablement assurer son statut de champion du Bénin en titre. Et là, la situation le match entre Dadia et OUFC a été suspendu hier. L'arbitre était obligé de mettre fin à la rencontre compte tenu de plusieurs raisons. L'AS Cotonou s'est imposé par un score d'1-0 à l'équipe de l'ASFO. Même score pour la victoire de l'AS Subemap devant l'équipe des Buffs du Borgou dans un duel des équipes au sommet. Puis nul d'un but partout entre Coton Football Club et Baningoncé. Et l'équipe de l'ASPAC s'est imposée
par un score de 2-0 à Damissa Football Club. Après ces différentes confrontations, il faut dire le classement au niveau de la Ligue 1 béninoise au terme de cette 13e journée se présente comme suit avec en tête l'équipe de l'Est Soubemba a un total de 27 points au compteur et un goal différentiel de 8 pour l'équipe des Buffles du Borgou qui vient en deuxième position. L'Autopopo est troisième avec 24 plus 7, 24 plus 5 pour l'équipe de Coton qui est quatrième au classement. Cinquième place pour l'Aspac avec 23 points plus 11, 21 plus 3 pour Dynamo FC d'Abomey. L'AS Cotonou est septième au classement. Damissa, huitième, et puis Audio FC de Commun vient boucler le top 9 au classement avec un total de 18 points au compteur après 13 différents matchs disputés. Au niveau de la Ligue 2 béninoise, on a assisté à quelques matchs en ouverture de la 11e journée. Ce mardi, 5 matchs pour être plus précis. L'AS Elite Sport 7 incliné 0 but contre 1 devant l'équipe de l'AS Police. Même score pour la victoire de Sitatunga FC devant l'équipe de Real Sport de Parakou. Score nul d'un but partout entre Ponte FC de Parakou et puis l'équipe d'Avon Comlin Sport Énergie FC de Dogbourg a partagé le point d'un score nul d'un but partout avec l'équipe d'Aziza Football Club. Et puis Adidja s'est imposé par un score de 4-0 à l'équipe de Dynamo de Parakou. Après ces différentes confrontations, il faut dire, on va assister à 4 autres matchs ce mercredi dans le cadre de cette 11e journée de la Ligue 2 béninoise. L'équipe de Bois va disputer les unités avec son homologue d'Abeille. Le Football Club de la jeunesse athlétique de Kétou sera face à l'équipe de Dynamo de Parakou. Jefa Football Club va disputer les points avec l'équipe des requins de l'Atlantique. Et puis l'AS Tiakouna sera face à l'équipe de Beke Football Club pour le compte de cette 11e journée de la Ligue 2 béninoise, bien entendu, pour le compte de cette saison. Allez, on va finir avec une note d'athlétisme. Il faut dire que la Fédération béninoise d'athlétisme a effectué il y a quelques jours son assemblée générale extraordinaire dans la salle de conférence du stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Rencontre stratégique, une assise nationale entre les différents acteurs du nord au sud, en passant par l'ouest et l'est, bien entendu, qui se sont assises autour d'une même table pour justement discuter de tous les acquis et de tout ce qui a eu lieu au cours de l'année 2025, au cours de l'exercice 2025. Et le bilan donc a été fait et justement une projection a été faite sur l'année 2026 et ces différents acteurs ont au cours de cette assise, au cours de cette assemblée générale extraordinaire tracé les grandes lignes de l'année 2026. Cette assise était justement placée sous la direction du président Viren Degon et elle a réuni les membres du comité directeur, les délégués des ligues et clubs ainsi que les responsables techniques. Les échanges ont alors porté sur plusieurs points majeurs, notamment l'examen des différents rapports, entre autres morale, technique et financier, et l'adoption de nouveaux tests réglementaires et la validation des calendriers des compétitions pour l'année 2026 sous la coordination entre autres du secrétaire général Achille Aïwou. Les participants ont alors adopté les différentes réformes visant à améliorer la gouvernance, il faut le dire, interne de la Fédération béninoise de l'athlétisme et à renforcer le cadre organisationnel et surtout compétitif de la discipline. Après ces différents points abordés, il faut le dire, les grandes lignes de la saison sportive 2026 ont été tracées. On va suivre ici un extrait du président de la Fédération béninoise d'athlétisme précédé du secrétaire général adjoint. On a donné tout à l'hôtesse. Les dispositions nous demandent d'inviter 33 associations. L'AG extraordinaire nous a permis de faire d'abord le bilan et de faire des projections. Bilan pour ce que nous avons fait durant l'année 2025 et les projections pour 2026. Pour me résumer, vous avez suivi les programmes exécutés l'année dernière au plan technique. Le DTN l'a présenté. Au plan financier, la trésorerie générale a présenté son rapport. Pour 2026, le budget 2026 a été présenté dans les détails
adopté, par acclamation si vous avez suivi. Donc tout s'est bien passé et très bien et normalement ça présage de ce que 2026 sera une très bonne année si les ressources suivent. Si ce que nous avons prévu là, si on arrive à avoir toutes ces ressources-là, je pense que l'année va très bien se passer. Nous allons faire les compétitions, les activités programmées seront bien exécutées et nous aurons de très bons athlètes pour 2026. Nous avons pu faire passer tous nos objectifs, c'est-à-dire faire passer les modifications dans les tests, faire passer le budget et faire passer le PTA. Donc c'est des sentiments de joie. Voilà donc les précisions du secrétaire général adjoint, suivi donc des explications du président Virin Dégon. Il faut le dire, hein, cette assise nationale, cette assemblée générale de la Fédération béninoise d'athlétisme a été une occasion pour consolider le développement, de réfléchir à consolider, le développement de l'athlétisme national et d'offrir aux acteurs un environnement surtout de travail plus structuré et assez performant. Et dans cette optique, le secrétaire général adjoint exhorte les jeunes entraîneurs à travailler davantage pour le développement et surtout le rayonnement de la discipline. On l'écoute. Je voudrais inviter surtout les jeunes entraîneurs à se mettre au travail. Il est vrai, ce n'est pas facile. En athlétisme, nous avons peu de ressources pour motiver. Nous avons peu de ressources. On sait que c'est dans des conditions très difficiles que nos jeunes entraîneurs travaillent. Je voudrais les encourager à se mettre au travail. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui nous bénéficions des retombées. Mais dans le futur, ça va arriver et la Providence sait faire ces choses. Donc je les encourage à se mettre au travail et résolument à leur travail pour qu'on puisse vraiment sortir, notre athlétisme puisse sortir sa tête vraiment de l'eau. Voilà donc les mots du secrétaire général adjoint de la Fédération béninoise d'athlétisme qui exhortait là justement ces jeunes entraîneurs, ces jeunes-là qui sont à la tête de certains clubs à justement travailler davantage pour le rayonnement de la discipline au plan national. Et avant de vous fausser compagnie, retenez que les demi-finales de la CAN Maroc 2025 vont se disputer ce mercredi. 2 matchs de grosse facture à partir du 18 le remake de la finale de la CAN 2021 Sénégal-Égypte et puis à 21h le Nigeria sera face à l'équipe du pays hôte, le Maroc, pour une place en finale. Tanguy, ça sera tout pour les sports ce matin. Candide, merci beaucoup. On va rester très attentif notamment à l'issue des 2 demi-finales pour voir un peu ce que ça va donner comme schéma pour la finale qui va se jouer dimanche prochain. Oui, dimanche prochain. Les précisions sont bonnes. Merci pour la présentation de l'actualité des sports ce matin. Allez, bonne journée. Oui, on va se retrouver la semaine prochaine. À lundi prochain, Candide. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant de recevoir ma deuxième invitée, Renala Pini-Gansou. C'est avec elle que nous allons échanger tout à l'heure. Mais avant, je vous rappelle notamment le reste du menu d'actu matin. Vous aurez à suivre en toute fin d'émission la revue de presse. Notamment avec Assimo Kanya, Assimo qui va revenir sur l'actualité relayée par les quotidiens dans leur production ce mercredi matin. Vous aurez à découvrir le point au sujet notamment du processus électoral et de l'avis de quelques commissions déléguées à Cotonou pour constater le bon déroulement du scrutin. Avant cela, on aura débattu entre-temps sur ce plateau. On va évoquer un peu le bilan de la 9e mandature de l'Assemblée nationale, celle-là même dont le mandat s'achève bientôt et qui a d'ailleurs poussé à l'organisation du scrutin du 11 janvier dernier. Qu'est-ce qu'on peut retenir fondamentalement de ces 3 années d'élaboration législative avec ces députés? On va faire notamment l'analyse et le constat aussi que le retour a été effectif pour l'opposition au sein donc de ce Parlement. Qu'est-ce que ça a bien pu apporter
au deuxième pouvoir dans la démocratie béninoise, on en dira 2 mots tout à l'heure. Puis, si le temps nous le permettait aussi, on va constater un peu, je dois dire, les grandes tendances liées justement au scrutin du 11 janvier dernier. Les quotidiens ont commencé à en évoquer quelques-unes, notamment pour ce que cela annonce comme schéma au niveau des grandes villes du Bénin. On dira 2 mots à ce propos. Et avant nos débats, puisque nous sommes toujours dans le contexte et la fièvre des Vodou Days, je vais vous proposer justement un magazine qui va vous découvrir une divinité. Actu Matin vous propose de vous emmener au cœur même d'un couvent pour que vous puissiez vivre l'ambiance derrière justement les couvents. Avant tout cela, voici mon invité. Je l'ai annoncé au début de cette émission, mon invité, Maître Arène Alapini Gansou, avocat de profession, aujourd'hui juge à la Cour pénale internationale. Maître Alapini Gansou, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur Actu Matin. Merci beaucoup. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là un peu comme parcours un peu le contenu de votre ouvrage qui paraît bientôt, notamment le week-end prochain. Le titre Témoignage d'un destin, d'un destin. C'est une autobiographie avec la préface du professeur Théodore Olo. Pourquoi, maître, sortez-vous un ouvrage? Vous en avez suffisamment vu, vous en avez suffisamment contenu pour en partager, ou bien vous vous donnez une nouvelle mission? À nouveau, bonjour. Bonjour. Vous me posez une question piège. Ah bon? Oui. Pourtant, elle est anodine et elle est innocente. Non, elle n'est pas si anodine parce que vous comprendrez certainement à la lecture de cet ouvrage que je reste toujours dans l'expectative. Oui. Donc, ce n'est vraiment pas une action de plus, mais c'est juste une réponse à tant de demandes qui ont été faites au regard de mon parcours. Et pour ne pas décevoir plus d'un, je me suis lancée dans cette aventure. C'est ça. À l'écriture, pour revoir un peu, je dois dire, votre propre parcours et vous mirez apparemment. On va aller directement dans l'ouvrage. Dans votre livre, vous vous réjouissez des grands bouleversements que provoquent aujourd'hui les jeunes. Ils sont très dynamiques, ils sont très informés, les réseaux sociaux les poussent et ils sont très réactifs aussi. Pourtant, cette jeunesse, elle est bien combattue, même manipulée. Elle s'entre-déchire. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué. Faut-il vraiment faire confiance à cette jeunesse-là qui est tout le temps sur TikTok et dansante? Je répondrai d'abord par ceci. Je ne me réjouis pas du constat. C'est juste un constat que je fais. C'est ça. Et je me dis, vraiment, c'est quelque chose qui arrive et qui est de notre temps et qu'il faut qu'on en parle. Okay. L'autre chose que je voudrais dire par rapport à votre préoccupation, est-ce que un parent peut ne pas faire confiance à sa progéniture? Ça dépend du comportement de la progéniture. Je sais. Mais pour moi, je crois que, comme les gens le disent en fond, Vignagna Kodode, Kondeo. Donc, il n'y a pas un tas d'ordures quelque part où il faut jeter un enfant. Non, un enfant, c'est un enfant. Oui. Et le constat que nous faisons aussi, ici, aujourd'hui, par rapport à cette jeunesse-là, et dont j'ai parlé dans mon ouvrage, c'est que nous voyons une jeunesse dynamique sur tous les plans pratiquement. Ce que nous n'avons pas été aussi dynamiques que cela. C'est ça. Nous avons certainement été imbibés dans un certain modèle d'éducation, tant à la maison qu'à l'école, et nos réactions n'étaient pas aussi vives. Donc, c'est ce que je constate. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si vous lisez mon ouvrage, vous allez voir que quelque part, j'ai dit que pourvu qu'ils tiennent parole. C'est ça le plus important. Parce qu'à un moment donné, nous avons vu, nous étions dans un certain groupe où il n'y avait pas trop de réactions vives à aller contre telle ou telle chose. Ces petites réactions-là n'ont pas prospéré parce qu'elles ont été tout de suite étouffées. Mais aujourd'hui, nous voyons des réactions très vives, très violentes, très virulentes
mais qui n'arrivent pas à être étouffés. C'est significatif. Est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter aussi? Parce que parfois, on a bien l'impression que cette jeunesse ne connaît pas les limites justement de ces réactions. Je vous donne un seul exemple. Les élections présidentielles au Sénégal, par exemple, où dans la rue, la jeunesse a poussé jusqu'à provoquer des morts, par exemple, en confrontation avec la police. Elle ne connaît pas souvent ses limites. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais est-ce la faute de cette jeunesse? Des choses nous viennent de partout. Surtout, nous les Africains, des choses nous viennent de partout. Nous avons la télévision, nous avons Internet, nous avons l'intelligence artificielle aujourd'hui, et nous nous posons des questions là-dessus. Et je pense que il faut surtout parler de ce sujet-là de façon holistique. Mais je crois que le plus important pour nous aujourd'hui, nous qui restons les parents de ces enfants-là, que nous jetions beaucoup plus un regard sur l'éducation à la maison. Je suis grand-mère ici et je vois ce qui se passe avec mes petits-enfants aujourd'hui. Nous avons voulu leur ouvrir une voie sur le plan de l'éducation, mais nous voyons ce que ça peut donner. Et c'est très important pour nous de pouvoir continuer de les éduquer à la maison. Ça vous inquiète? Un peu quand même. Vous êtes femme de droit, juriste par excellence. Quand on voit un peu toute la promotion des droits des enfants qui contraste un peu avec la méthode d'éducation à la traditionnelle chez nous en Afrique, on a le sentiment qu'il y a une contradiction, non? Hier, nous en avons parlé, des amis et moi. Oui. Hier, nous avons parlé de cette forme d'éducation. Et je puis vous assurer que aujourd'hui, même ces personnes-là, cette tendance à vouloir nous imposer une certaine éducation qui vient de l'extérieur, cette tendance est en train de se renverser. Alors, quels sont, à votre avis, parce que parfois il est difficile de le lire, les désirs profonds de cette jeunesse-là, si en mouvement? Je n'arrive pas encore à déceler tous ces désirs-là, parce que ça vient de partout. C'est un peu hétéroclite. Mais lorsque j'étais en train de rédiger Témoignage d'un destin, j'ai essayé d'instaurer un dialogue avec de jeunes assistants à la Cour pénale internationale. Et j'ai vu leurs réactions. Je leur ai posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que vous pensez de ci, de ça? Au plan communautaire, quel changement souhaitez-vous? Au plan national, quels sont vos désirs? Au plan international. Je vois que je ne suis pas allée dans les détails, mais j'ai livré le document. J'ai livré les résultats de ce dialogue tel qu'il a été entrepris. Mais moi, mon avis est que les jeunes veulent beaucoup de choses. Et pour l'instant, ils ne savent pas encore par quel bout prendre. Ils ne savent pas encore. Mais moi, je suis très contente du fait, je vous le dis franchement, je suis très contente du fait qu'il y ait ce genre de réaction et qui, pour l'instant, n'arrive pas encore à être étouffé. Et je le dis surtout sur le plan politique, nous devons laisser les jeunes agir. Ah oui, s'exprimer. Ouais. Venons-en à la matière qui vous passionne, qui vous intéresse. D'ailleurs, c'est votre dada, hein. Les droits humains. Comment vont-ils dans le monde, à votre avis? Les droits humains, vous savez, ça fait quand même un bail que j'évolue dans les droits humains. Et je puis vous dire qu'à un moment donné, je ne sais plus à quelle occasion ça a été dit, c'est-à-dire les droits humains, c'est comme l'ombre de l'homme lui-même. Et lorsque vous vous approchez de cette ombre-là, elle se faufile, elle disparaît. Oui. Et lorsque vous fuyez, elle vous suit. C'est pour vous dire que les droits humains, c'est carrément un idéal. Ah oui, hein? Oui, c'est un idéal. C'est un idéal à atteindre. Ouais. Comment voyez-vous la lutte des femmes et leur engagement politique sur le continent? De plus en plus de femmes s'expriment, hein? Et surtout décrochent, mettons, de la place au soleil dans le champ de la politique. De plus en plus deviennent présidentes. Est-ce que je dois rappeler celles qui sont déjà passées par là? La Libérienne Salif, par exemple. En Centrafrique, c'est une dame qui a conduit la transition, Catherine Samba-Panza. Récemment, il y a, mettons, en Tanzanie, Sululu Samia, qui a été portée donc présidente à la tête de son pays.
le monde se porte-t-il mieux? Sinon, l'Afrique se porte-t-elle mieux avec, ou de plus en plus mieux avec les femmes présidentes? Non, c'est déjà un constat que nous faisons, mais il faut aller jusqu'au bout de l'effort. C'est quoi le bout? Le bout, c'est qu'il en faut plus. C'est-à-dire, c'est quand 4 États africains dirigés par 2 femmes? Ben, si ça peut arriver, ben, pourquoi pas? Ah oui? Nous sommes des êtres humains. On ne serait plus alors là sur l'équilibre qu'on est en train de demander. Mais non, pour l'instant, l'équilibre n'est pas encore fait, monsieur le journaliste. Pour l'instant, vous avez cité des pays... moi, quand on fait le calcul, ça fait à peine 1/10 de ce qui se passe en Afrique. Très loin d'un dixième. Donc, pour l'instant, on devrait continuer la lutte. De toutes les façons, cette lutte, c'est une lutte séculaire, hein, et nous n'allons pas nous arrêter. Nos enfants ne vont pas s'arrêter, et ça va aller très loin. Ma question, c'est est-ce que ces femmes ont apporté quelque chose quand vous voyez comment elles ont gouverné le pays? Certainement. Quand je prends l'exemple de Shirley, vous n'allez pas me dire que ce n'est pas une brave dame. Et malgré son âge, elle continue de se battre, n'est-ce pas? Et cette dame dont vous avez parlé, j'ai eu le bonheur de les avoir côtoyées. Catherine Samba Pamba, je l'ai côtoyée. Donc, je puis vous dire que c'est des femmes qui savent de quoi elles parlent et pourquoi elles sont en action. J'ai lu dans votre ouvrage que vous êtes très convaincu que l'Afrique n'a rien à envier aux autres continents. Les jeunes qui vont vous lire, et que vous défendez d'ailleurs, vont rire sous cap, non? Quand vous constatez justement que contre vents et marées, ils sont prêts à partir du continent. Je le dis haut et fort. Et ceux qui sont prêts à partir du continent, pour l'instant, je suis persuadé qu'ils ne sont pas aussi nombreux que ceux qui sont restés. Ah bon? Non. On a quand même, mettons, des statistiques qui sont affolantes. Rien qu'en 2024, on a atteint le millier de jeunes qui sont morts dans la Méditerranée. Oui, ça, c'était un phénomène qui existait depuis, n'est-ce pas? Et ce n'est pas la faute de ces jeunes-là. Moi, quand je prends tous ces sujets et tous ces défis, je lance un regard à nos gouvernants, à nos parents, à notre environnement social et économique. Donc, ce n'est pas la faute de ces jeunes-là, n'est-ce pas? À mon avis, c'est mon avis, ce n'est pas la faute de ces jeunes. Est-ce que c'est pas trop facile? Un jeune, ça s'investit, ça se bat, ça se crée ses conditions, ça ne fuit pas la première difficulté. Ben non, quand on prend par exemple le domaine de l'emploi, vous leur avez offert les emplois qu'il faut. Moi, je vois des enfants aujourd'hui, ils sont sortis de l'université depuis des années, ils sont obligés d'aller faire des petits commerces. J'en ai rencontré hier qui a fait l'université, qui a même commencé par travailler, mais qui au bout du rouleau a été obligé de laisser tomber et d'entreprendre d'autres initiatives. Et ces initiatives-là dont on parle, ce n'est pas à la portée de tout le monde. Et moi, je pense que le problème, c'est déjà à notre niveau, nous-mêmes. Qu'est-ce que nous offrons à nos enfants? Qu'est-ce que nous offrons à ces jeunes-là? Si nous ne leur offrons pas ce qu'il faut, ils seront tentés d'aller chercher ailleurs. Mieux, quand on parle de cette histoire de Méditerranée, vous savez, j'ai un tout petit peu, un brin de révolte dans le sang. Qu'est-ce qui vous révolte? Voilà. La Méditerranée, ce n'est pas les enfants qui l'ont créée. Lorsqu'on doit retourner en arrière et voir ce que l'Afrique a subi et qu'on parle d'esclavage politique, on continue de parler d'esclavage économique, on ne va pas reprocher à ces enfants d'avoir la volonté d'aller au-delà de la Méditerranée. Mais après, lorsqu'ils vont au-delà de la Méditerranée, qu'est-ce qu'on leur offre? On ne les considère pas non plus. Ça veut dire que le mal est là et il persiste. On considère l'Africain comme une bête de somme. On considère l'Africain comme quelqu'un qu'on doit exploiter à fond. Et c'est-à-dire on ne se rend pas compte aujourd'hui des changements qui s'opèrent. C'est ça, c'est ce que moi je constate. Je peux avoir tort, mais c'est mon constat. Et je crois que ce qu'il faut faire par rapport à ce sujet-là, par rapport à ce défi que vous venez de nous présenter, c'est tout simplement qu'il faut convaincre la jeunesse. Et si on doit convaincre la jeunesse au plan local, chez nous, la balle est dans le camp de nos autorités politiques.
Ce qui me semble un paradoxe, c'est que vous saluez quand même cette détermination, cette volonté, cette fougue, cette réclamation insistante des jeunes d'un côté, mais on a en même temps ce tableau aussi où des jeunes très facilement embrassent l'aventure, quitte même à y perdre leur vie. Comment est-ce qu'on peut être aussi fougueux d'un côté et ne pas être fougueux pour se trouver des conditions de façon locale et se créer sa propre vie? Mais est-ce que les conditions sont offertes au plan local? Est-ce que les conditions s'offrent ou bien on se les crée? Les conditions doivent être offertes parce que vous ne pouvez pas créer des conditions ex nihilo. C'est des enfants qui ont grandi petit à petit. Ils ont passé le cap de l'enfance, de la grande enfance, de la petite enfance. Ils ont passé le cap de la grande enfance, de l'adolescence. Ils ont des diplômes, ils n'ont pas de travail. Je vais vous dire quelque chose. J'ai un exemple très parlant. J'ai eu un stagiaire dans mon cabinet d'avocat quand j'étais ici, très brillant, mais qui cherchait du travail. Il a passé le concours de la CAPA, il n'a pas pu réussir, il se cherchait et à un moment donné, il m'a dit, maître, j'irai au Canada, j'irai encore étudier au Canada. Je lui ai dit, bon ok, si vous voulez, bon, allez-y, je vous y encourage. Mais pendant ce temps, il continuait de chercher au Bénin. Et il a pu trouver quelque chose au Bénin. Dès lors qu'il a trouvé ça, le Canada ne lui a plus... Il a laissé tomber ce projet du Canada. Il était intéressé. C'est ça. Est-ce qu'on leur a offert quelque chose ici? Est-ce que à la fin de leur parcours, est-ce qu'ils ont eu des facilités? C'est ça le problème. Donc, je ne suis pas pour le fait que ces enfants-là, ils risquent leur vie, ils vont en aventure. Je ne suis pas en train de les encourager. Mais je me dis que quelque part, nous ne leur offrons pas assez ce qu'il faut ici pour les retenir à la maison. Alors, parlons de votre parcours, puisque justement le livre en évoque une partie. De l'avocate au barreau de Cotonou, avec son cabinet à Jonquet, vous avez évoqué tout à l'heure, à la CPI. Qu'est-ce qui vous vient premier à l'esprit quand on vous parle de votre parcours, quand on vous demande quel a été votre parcours? J'avoue que jusqu'à un moment donné, je ne pesais pas la chose. Vous ne réalisez pas? J'y vais tout simplement, j'avançais tout simplement et je continue d'avancer. Oui. Et je puis dire que c'est mon environnement familial, social, les amis du bout du monde qui finalement me font percevoir l'importance de ce parcours-là. Et je vais le dire à un moment donné, tout est arrivé assez rapidement. Ah oui? Sinon, vraiment c'était un bouleversement parce que je n'avais pas... Non, c'est-à-dire le parcours était là, mais que j'en parle aujourd'hui, c'est arrivé très vite. C'est arrivé très vite. Je ne me sentais pas capable de rédiger un ouvrage, sachant que j'ai beaucoup à faire. Je ne suis pas littéraire, je suis littéraire de formation, mais sur le plan professionnel, je suis avocate, donc je suis juriste. Je devrais laisser à qui de droit cette activité. Et donc, mais j'ai été forcée de le faire et j'ai aimé. Votre vie associative, elle est très riche. Hein? Vous avez été au cœur de beaucoup de combats et de militantisme. Et quel est le rôle qui vous aura épuisé le plus? Le rôle qui m'a épuisé le plus, c'est le dialogue avec les acteurs politiques. C'est quoi, ils sont sous? Ils sont difficiles. Ils sont difficiles? Oui. C'est curieux ça. Mais le dialogue vaut la peine d'être fait. C'est ça. Ils sont difficiles parce que pour moi, c'est une question d'intérêt. C'est une question d'intérêt. L'acteur politique a sa logique et l'expert en droit, l'activiste, a son monde. Oui. Et l'un n'est jamais satisfait, totalement satisfait, mais l'autre se dit satisfait et vous considère comme étant quelqu'un à abattre, un ennemi. Donc, vous devez vous asseoir et échanger de bons procédés et continuer de demander ce qui devrait être. Et vous continuez à rêver d'un monde juste, de paix et d'amour.
Est-ce que vous ne rêvez pas trop grand là, peut-être, dans le monde que nous vivons peut-être, actuellement? mais il est permis de rêver. Oui. Peut-être, mais... On a des éléments qui nous découragent, hein, il est permis, qui nous interdisent de rêver, justement. Non, il est permis de rêver. Il est permis de rêver. Quand on prend l'histoire des guerres mondiales, déjà de ces petites guerres qui ont précédé la Première Guerre mondiale, et puis après la Deuxième Guerre mondiale, nous avons eu un semblant de répit. Mais il fallait... Peut-être qu'il y a même une troisième qui se prépare, hein, quand on va le contexte voilà, et à mon avis, les choses ne se présenteront certainement plus de la même manière. Ah oui? Et c'est pour ça que, quelque part, je reviens sur votre sujet, sur votre premier sujet, lorsque vous étiez en train de parler des jeunes. Oui. Je ne pense pas, franchement, je ne pense pas que ce que l'Afrique a subi pendant la Deuxième Guerre mondiale, qu'elle le subisse pendant une éventuelle Troisième Guerre mondiale. Ah oui, sérieusement, parce que moi j'ai bien de doutes. Hein, quand on voit un peu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, des contingents de jeunes sont partis d'ici pour aller combattre. Et ils continuent d'ailleurs le recrutement. Non, moi je pense que là, par exemple, là, ça relève de leur propre volonté, de leur propre initiative. N'est-ce pas? Oui. Je ne vois pas nos gouvernements, je ne vois pas d'autorités politiques en Afrique envoyer des soldats dans un combat comme ceux que je suis en train de voir. Vous connaissez le monde géopolitique, c'est une question de rapport de force. Non. Quand les grands vont demander d'envoyer quelques... J'ai déjà perçu quelque chose. Okay. Par rapport, je ne veux pas intervenir sur le sujet que vous avez évoqué pour des raisons de réserve. Oui, je comprends très bien. Mais je peux vous dire que déjà même au niveau de l'Afrique, on a perçu cette tendance-là qui a été tout de suite étouffée. Par qui? Par les populations elles-mêmes, n'est-ce pas? Faites un peu de recherche, vous verrez que les populations sont très aguerries sur cette question, d'accord? Et mieux, ce que je vois, c'est que les acteurs eux-mêmes, ils sont si sûrs d'eux-mêmes, mais moi je dis toujours qu'on n'est jamais assez fort pour continuer d'être fort. Ah ouais? Non. Pourtant, il y a, mettons, à peu près 2 siècles que ça continue, hein, sinon au-delà, les mêmes puissances sont restées les mêmes puissances et continuent de dicter la loi. On est même allé chercher récemment un président en fonction dans la nuit, pendant qu'il était en train de dormir, de faire dodo avec sa femme à la maison. Oui, ça interpelle la conscience des acteurs politiques eux-mêmes, n'est-ce pas? Ça interpelle la conscience politique des acteurs eux-mêmes. Mais moi, je pense aussi que les facilités qu'on avait eues, nous avons étudié hier, ça il y a 50 ans, il y a 60 ans, ce n'est plus aussi facile que ça. Je puis aussi vous dire que quand on regarde un peu ce qui se passe aujourd'hui, des prévisions ont été faites, mais les prévisions ne sont pas encore atteintes. Ah oui, donc vous avez foi. Ah oui. Une Afrique qui s'éveille. Les prévisions ne sont pas atteintes, monsieur le journaliste. Oui. Parce que je sais que quelque part, on a parlé de 15 jours de guerre, mais nous en sommes à la 3e année. À la 3e année. Oui, parfois, ça peut être stratégique aussi pour épuiser l'adversaire. Reine Alapini-Gansou, un mot pour finir. Que j'attends encore la rosée des temps. Ah oui? Ah oui. Je ne suis qu'une personne humaine, mais je rêve, je nourris mon âme de rêve. Et voilà, donc je nourris très bien mon âme, j'attends encore la rosée des temps. Vous lancez ce ouvrage samedi prochain à Cotonou. Oui. Qu'est-ce que vous attendez? J'attends un public conséquent. Pour le débat? Oui. Maître Reine Alapini-Gansou, merci d'être passé sur mon plateau. Je rappelle que vous êtes avocat de profession, vous êtes aujourd'hui juge à la Cour pénale internationale. C'est difficile d'être là-bas? À la Cour? Le travail quotidien? Non, j'adore mes attendus sauf que les miens me manquent suffisamment. Vous avez beaucoup de pression? Je ne connais pas de pression. Ah oui? Madame on a vu la dernière réaction des États-Unis sur l'affaire Israël avec... Maître Alapini-Gansou, fille de son père, ne connaît pas de pression. Elle avance au gré du destin. Vous n'avez pas été perturbé? Non. Merci d'être passé sur mon plateau. Très bonne journée à vous, du courage. Mesdames et messieurs, je vous propose maintenant d'aller à la découverte de ce magazine que je vous ai promis. Mesdames et
messieurs, bonjour. Dans le cadre de la célébration de l'édition 2025 des Vodou Days à Ouida, nous vous proposons un échange avec Togba Yedi, qui est patron du culte Vodou dans les départements du Mono et du Koufo. Il est par ailleurs membre du comité des rites Vodou, qui d'ailleurs patronne l'organisation de cette festivité-là. C'est avec lui que nous allons échanger un peu pour voir quelle est la participation du comité du rite Vodou à l'organisation de cette grande manifestation et surtout quelle est la place du Vodou aujourd'hui, en tout cas pour l'édition 2025, dans cette célébration-là. Alors notre personne ressource est déjà disponible et nous attend justement. Agouago Rofi Milofia Mikahobio Mikudolia Wenu Miro mina aba juru mi nobo ena chelu mi eyo manje nya eyo mabo dia fipati blu eyo miro koya ena chelu mi kaka nukudo jono miro mina ko mi nobo e déranger mi an evo mi ka ko ton bio me eyo mira ko to ba yidi fo don ko o sewa sa mi to me bi me fo don deze mi on yo do tin to mi an do ko ton mato kan ko we de biodo o mamisi côté do mamion avec patena tan do mono kufosi kamedon o vodou mamion vodou te kain ta bon vodou mamion e vodou de bono wadagbe no me bono hwali no me vodou de we yin bo kan vodou bolo ageji fia khuzan me yero no donc bon ma do vodou le bien wadagbe amo e ton e gbonvo e dijon dokun pa we no sirwa ba ro imami si o ton kere no do mo mi dadi mi o gbasin do bo ko moto poro to ko me de me ne ko ni bo ta o ayin mami si kabi ayin mami hun no e we yin do ara aje dokun wa ni vodon la sito e bo protéger we bo awazo egbe bo mo chaki wo bo mazan la zon me an bo mazan ro ku me an bo du pere sin o ko to vitele o so ale blomo we an du o ma han ne donc c'est pas que an yin mami si bo ran lo khosa bo mami na no wan kwe wa nu we kabi abi o kho me an mo kwe lo khosa o ne lo vino wa yin do ke mami on an suni bo zondo alotonji o e no donu me ti donu me ton e wa yin do ke nous anon wa azon ya tumbono blo alieji anon wa azon gbon ena hunda gbe seli nuwe nuwe anon sadion un sisa ona mlete bo ena iganji vinaji azon akoba de kana pe wele sumo donc c'est que elo mombo nous te le bilo ye ni sinsion do alo document bon vla fo me ka je ka dimbo aho badame do maka mia mo misi bien ma même donc on point et période et même mi ale kere mami on yi wana me o ah bon mais oui tu même nous mi wa couvent mami le place dion minamo vodou mi noué mi atien mi jo bo se représenter vodou le o minamo do oui de me ba oui de me supo vodou e mami ma yi me oui ma yi me vovone vodou en mais pourquoi bon you know do que me vovo atosi noué mami achosi we me bi ka mo egbe do ke ina do acho be na jemi o ndo na kon ka pere e be zombo ina bon ina blo de na sin blo gbon bona kon ka bo nu e so ni je sinon e dan dan me mami si odun yin me vovo a mi abo mi be de pon o mo bon ne mami yon ka de gbon to fi di odo bere mi ton me o mo lo ku fo mi patena lo men mo lo ka be ni mi amunu kun je me pere sin do egbe lo mamisian li nu ndo comité des rythmes Vodou du Bénin de Togan si so da yin donc lo ali nu yen lo finu mamisian li onu wende donc ndo na mon kunje mamisin ti to me onu je we donc mamisin ti to lo Bénin egbe dion gbe obi otun bo tun de ke Togan la sin po ojo ekunze Vodou ze da yin ho bo elewa kan temenu mami lokuta lo tun do kume we no donc yen do temenu do kuta e so rali chobo na wa gbe ya e we so bo do temenu mi me mami le lo kuta bo tem mon koton me o ku de o me wa yo yen we gérer bo no fine bo installer couvent nous le bi e ku lo me dion yen we lo ton so we bo na le blodo bo ne so no po mi kari town ne mami on ka so no bo azan so gbe do mi kana mu edun be kana jacho we na jacho jen we parce que le bi mando dion
fie yen de gbe tin tro ti ti mo re ke ya o e ya yen su we mi o so no te we bo aye don din yo blo le bi do bo zo nu bi o lo fine bo vodun le de su o mi o ze ro te tena khala mi yo mi di town ga san to ne le gbe no e ve mami to mesin achonu mina mo bona le mo mami to mesin fenu grâce mami sin ache et na kono me biji seulement que adjawe o en wa directement en wa mami sin couvent en wa fine mais de bo jan do wete ya e ka do bo wa en do mi do apo okay et te besoin adjawe o en wa sin ya en wa to gan odo nu eveyin nu e na gbe me ona wa bonze khure nu vodun bona mo dagbe ton eze darogo me bo blo nu le bida yin sin atapo vikpo nu e vodun no vezan eze koje wo mi ko nu le bido fine awa ko won seulement que mele lo fine awa ina pan wi tavo kon bo an bio nu e ajan bio sin an kon lo come an te an kon lo come nu le bido fine le jonu we ni wo de so amoro fie ne di o me pan mi wo blo nu na blo edeni kabina nende o e blo kweku me posi hone me lo to o si a cheme o adodo apo bonana cho bona blo na nkadona wa tendo me ma do nu wewe cho wa le blata wewe gbon kabi won na do wa fofo chepo mo wa da do nu wewe asin do nu wewe asin do nu vovo ache ajan wa mo ati o yin dagbede jan kon do gbe na to eji o après couvent mami dion lo vodun desmeon mais non les blo agbandoto ene on dion mais mon bénédiction agbandoto me on ye me supo o lo wi davidi parce que me ni lede bo a ko de lo agbandoto kaka di bo ye mo viboji gbeto ji ka bo ji ho mais ji ho mon ko ton ye lo to me fiji bo do e ke emina assister vodun deso bo no te ka bana assister agbandoto chobona yi e we so agbandoto sin dat dion e so na yi nko on agbandoto to ero fonu vodun desi azanton elo bidana no kono ene o no resu bono clearly mele agbandoto eyin do mi na yi ewe no do ira yi huta bo ne bi o dagbe vodun mi no ko free devo le bo no no je fini bo you no black colito do me bisita we ve jawe o an azin ropo azin owo ajan do kodo azin we let to we de mi no wan let se do mele dion sempa e la yi wo ma mi janwula azin we bi na se bo na do kode wo bo na se do agban o me azin we na do won to we de we jan we do bon adon we e na le ko abo adon we le vodon dogbo e na le ati menu ya bon de le de o ni awa bio nu mo vodun mami mo bo dagban to asin mlan mo kudro bon retour ajan mo anamo retour opere donc c'est que mami sin le de bu no ngle ya bi we no so on reclame au 10 janvier do mi dai to gan wa ikuto bo ni ta me pon bo a de fodun de iston bo asan ton je no ludo et en to ta wa mi pere me mi son dame mo me mi de o a ozi alo to ya mi o ya gaboro ke nwe to si anzon na blolo hun si an liji o eji de to gan de suzi alo ya gaboro ke to e lo emi na hero dagbeji donc mo emi de su mi tite boro ke nwe vodon si anzon mi na blolo dagbeji si quelque chose de mais alors soit attendu et dit on mi so no hwegbe ya no we mi mana ya wa ke ne le mi na ya bo parce que beni o biwe vodun ko ogbon ye ve do o to fi trop le mi so to bo ko fi bo mi aton bo e o kisi to nu bo boko bo vodun dezo wi da kere ken ko to nu kere ya beni o biwe gbeto gosin jugu biwi wa ke file bo lo fiji bo mi ka mo nde jamblolo c'est no jiro gbene gbelo vodun dezo directement mi na mo do ke non le soude me donc to fi kere we ya beni o biwe oui donc tekana gbon vodo e na blo mi de dan de tekana gbon vodo me do e mi blo waye no nous so gbon vodo me tam parce que dehors mi zedo to gan so do zéro édition ça dit que dehors mi e ha me de bois mi en blo pon de dati gbon donc e lo di o yin nu kon konton ri donc nous so po biwe me bon nous e kai ba yin na mo modi ira mo de hiho bona mo vodun le sin acho bona mo vodun le sin werudu
bonamo nous teme les poba on si xalo fi di wana anti di nous me vivi donc ni awa gbene gbe o anamo donc c'est ça bon o Gléco ya jemi sodo Gléco mais de les dans les vodunkundo Gléco kene aussi bon mais comité ri to me ntemi on don ye mo do time ye do o Gléco ya jina no mi mamoro e ke lo bene obio ni na do ya jiji mi togbo le ton Gléco e suko ye ji suko de donc nous mina rendre hommage kabi mina fin dagbo mi ton le o nous mi considère ino Gléco o de gosi no de gosi file e na ya o yi si on et ouais nous avons Gléco merci bon et be di on est au Vodun des o asanton eno duna 10 janvier do pogue mi no na bon mais pour do couvent to mais e wa chindo e wa yi no be ko si merci bo aso do o kere yi e ba so Vodun des o jamais ouais non keze me on nous teme no de me amo wele su ahion andu to lo oui lo to gbe chobonu gbadanu ana wa Vodun des national lo nye dion no do to cheme forcé no le mo tambro itomo no idomo na ko de bon le ko afi ça de on so gbe bodo ke na wa to science on lo dam but to fa o me pro kanda isin dion wa me pro tombo o me on so kuta o Gléco mon blo dagwe mo ni akan nkan to fa lo to cheme atie me dion nkan to fa nkan bene to fa nkan fanu community ni poli don ton na gbon vonu bene oton e si wa yin poli do pole mi mo do mo fi lesu e na do ho do pole a ni akasa volo to lo bene to fa o si teme on e na gbon bene obiji ni salo don dion on sanu ati me kere ne donc bene to fa e we yin de mi no blo ku ota o e we mi jan le blo ti bona e savo bi bon même mi kon lo de kon tambe no e o collège de Bokono gosi paraku file e fi kere sin Bokono ya mi cham Bokono gbon bene obiwe boye biblo collège de Bokono bona kan fa mais kan fa mi non savo lesin oui no ka ça mo donné a ça mo ko cambia bon voici ça magnon bo tora modo miro vosa we kabi miro lan huwene ton white yo ni ka hena khebo taw le mi mo gombe yo organiser le gbon yo modo clean na ko godon de lew de medjwe ne mi ka ba gomboni eni blodo gombonu devo dans le wa en ale cinéma le don ka mo Vodun des donc de nyim bagmon nka o moreji imon ko jeja nko moreji donc nous na bio to gan ko na bio gbedigani bona bio la mesieni bona bio nous kon yi ko na do pon ne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien spécial accordé à Tobeidi, qui est patron du culte Mami dans le Mono le Koufo. Avec lui, nous avons échangé un peu sur les préparatifs des Vodun Days. Merci d'avoir été là et à la prochaine. Canal 3 Bénin aux couleurs de la Coupe d'Afrique des Nations de football dans son édition 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, vivez l'événement sportif le plus populaire en Afrique. Ce sera un plateau quotidien baptisé Cannes Royal Maroc 2021. Au menu, reportages, interviews, analyses, commentaires avec nos journalistes et leurs consultants. Il y aura aussi des directs avec nos envoyés spéciaux au Maroc. Cannes Royal Maroc 2025, nous vous emmènerons au cœur de l'épreuve reine de la Confédération africaine de football. Prenez le rendez-vous tous les jours à partir de 10h. Les fêtes de fin d'année commencent déjà sur Canal 3 Bénin. Du 20 novembre 2025 au 20 janvier 2026, c'est l'opération 2 égale 3. Sur toute prestation, obtenez un bonus après 2 commandes. Pour plus de précision, rapprochez-vous du service commercial. Avec le Canal 3 Bénin, passez d'agréables moments de fête de fin d'année.
Regarde un peu la gauche. Ah ouais. Dis, tu verras, elle va l'envoyer balader même. Non, mon gars, pas sûr. Moi, je pense qu'il a une bonne approche. Hein. Il aura le numéro. Hein. Ah ouais, mon gars. T'es sûr? Je te dis, non. Dominicain. Je te dis, mon gars. Dominicain. Et à moi. Regarde un peu. Momoa, profitez d'une plateforme de paris riche en possibilités. Vous allez aimer jouer. BetMomo, le jeu ne s'arrête jamais. Nous voici pour nos débats ce matin avec cette virgule-là pour continuer à nous mettre dans la fièvre de Vaudou, des Vaudou Days. Ulrich, bonjour. Eric, bonjour. Bonjour Tanguy. On va parler un peu. C'est vrai qu'on ne pourra pas le faire entièrement, mais on va quand même essayer de décrypter un peu le bilan, je dois dire, de la 9e mandature de l'Assemblée nationale. Le Parlement pour la 10e mandature sera installé le mois prochain. Actuellement, les débats sont en cours pour essayer de décrypter un peu le contenu du vote du 11 janvier dernier. En attendant, on va faire un petit bilan donc de ce qu'aura été cette mandature assez spéciale à tous les coups, notamment déjà au plan de la présence de l'opposition là-bas, puisque en 2023, l'opposition qui était jusque-là absente a rejoint Porto Novo. Au-delà de ça aussi, il y a que traditionnellement, c'était 4 ans pour les députés. Ils ont fait 3 ans pour voir un peu quels ont été les impacts justement de la productivité de ce Parlement-là. Ulrich, qu'est-ce qui vous aura marqué fondamentalement pour cette mandature-là? Cette mandature a impressionné par des débats contradictoires, et plusieurs fois le gouvernement a été interpellé pour répondre de certaines questions, ce qui n'existait pas dans la mandature qui les a précédées. Oui. Et de l'autre côté aussi, on doit garder, on doit quand même s'en souvenir, c'est aussi un Parlement qui a retouché la loi fondamentale. Et c'est pour faire comprendre que c'est un Parlement, qu'on le veuille ou non, a véritablement marqué les Béninois. Et on a vu aussi l'assaut vers la population après avoir révisé des lois où, à un moment donné, les populations se sont senties un peu carrément mises de côté parce que, a priori, on ne les consulte pas et puis subitement, on va sur le terrain. On finit de faire ce qu'on doit faire, on va sur le terrain pour expliquer autre chose. On a également vu un Parlement où l'opposition, bien que présente au Parlement, n'avait véritablement pas la force de décision compte tenu de son nombre, parce que, qu'on le veuille ou non, le nombre joue sérieusement, puisque la démocratie reste, qu'on le veuille ou non, la dictature de la majorité. Donc, cela s'est passé, on a également vu ceci. Donc, il faut dire que par rapport à la mandature qui a précédé la 9e, on a senti quelque chose bouger. Mais cette petite chose, est-ce qu'elle va véritablement contribuer à l'enracinement de la démocratie? Ça, c'est des questions qui vont susciter des réponses vraiment mitigées. Certains diront oui, d'autres diront non. L'essentiel, c'est que les démocrates ont marqué quand même leur passage à l'Assemblée nationale. L'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, qui sont également les deux partis qui a la majorité présidentielle, ont également joué leur rôle à travers justement le vote des lois, dont on a compris que la majorité l'a emporté. L'opposition a quand même marqué sa présence parce que par rapport à la mandature qui les a précédés, pratiquement on n'avait même pas de questions au gouvernement. On n'avait pas véritablement senti que c'était un Parlement qui devrait aussi jauger, surtout jauger les décisions du gouvernement. Donc c'est un Parlement qui a marqué. Vivement que le prochain Parlement soit plus vivace en termes de débat démocratique, parce que quand nous avons un Parlement qui ne fait véritablement pas le débat démocratique, je ne parle pas d'opposition, de mouvance, mais qu'on fasse des débats vraiment démocratiques et de développement, s'il vous plaît. Eric, qu'est-ce que vous aurez remarqué?
Alors, c'est quand même un Parlement qui s'est rendu célèbre avec cette modification de notre Constitution, il faut le rappeler. Et l'instauration de ces mécanismes, le Sénat, on ne le dira jamais assez, ce qui a un peu étonné quand même l'opinion publique. La question des mandats, les députés qui désormais sont partis pour 7 ans, y compris le président de la République, il n'y a pas eu de débat autour sur ces questions, mais bon, on s'est réveillé un matin et puis c'est parti. C'est quand même aussi, le Parlement, on a observé des démissions en cascade, justement, où on se disait quand même dans la mise en œuvre d'une réforme du système partisan, je dirais, cette façon de faire les choses était derrière nous. Mais bon, on s'est aussi réveillé un matin et puis on a constaté qu'un député pouvait démissionner de sa formation politique et être non aligné, genre voilà, un député qui se retrouve sans perdre son mandat, justement, sans perdre son mandat, et qui se retrouve au milieu et qui quand même suit les débats. Donc finalement je me dis bon, quel sens il donne, quelle orientation il veut bien donner quand même à ces débats au Parlement. Donc c'est quand même des faits qui auront marqué cette mandature. Pour le reste, je pense que c'est du travail traditionnel des députés. Voter des lois, contrôler l'action du gouvernement à partir des questions et tout ça, et puis des débats que nous avons pu observer aussi entre les différentes formations politiques. En gros, est-ce que tout ceci a permis quand même à nos concitoyens à un moment donné de se faire une idée des textes qui ont été votés? Non, et ça continue à être encore un défi. Et ce que nous demandons aussi à ceux qui seront élus, en tout cas à l'issue de ces élections, de faire toujours l'effort de se rapprocher des concitoyens dans l'exercice de leur rôle de député. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour de simples citoyens, un député, véritablement, on n'en parle plus trop. Voilà, parce qu'on se dit, bon, au finish, il ira se retrouver là-bas et puis rendez-vous à d'autres échéances électorales. Voyez-vous. Donc je pense que ça reste toujours un défi. On a eu encore ce sentiment avec cette mandature de ce que on s'est réunis, on vote des lois et puis ça s'arrête là. Bon, nous été je dirais, cette modification où on les a vus un peu mobilisés sur le terrain. On a vu très peu de députés aller justement au contact de leur population pour leur expliquer, en tout cas, les bien fondés de textes de loi qu'ils auraient voté peut-être en amont ou en aval. Oui, Rich. Un fait qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est aussi une mandature qui nous a offert le triste spectacle d'un groupe parlementaire de l'opposition qui subitement s'est vu disloqué avec d'autres membres subitement qui se sont retrouvés non inscrits ou tout du moins. Je crois que l'a souligné tout à l'heure. Non inscrits, donc je pense que c'est aussi un triste spectacle que nous avons eu, mais tout ceci montre la vitalité de la démocratie. Chacun est libre de choisir son chemin et c'est ça justement la force de la démocratie. Vous choisissez votre chemin, mais vous l'assumez pleinement. Ce qu'on n'oubliera jamais, c'est quand même le député Sodinou. Le célébrissime Sodinou. Je pense que dans l'histoire du Parlement béninois, il paraît qu'il est très content. Il est très content de son surnom Eblibou. Ah, Eblibou. Je crois qu'il a même sorti pour le réclamer. Pour le réclamer avec Donc, au plan du contrôle de l'action gouvernementale, est-ce que vous avez senti vraiment ces députés actifs? Alors, il y a eu des mécanismes qui ont été enclenchés. Et la question fondamentale, c'est que une fois que le mécanisme est enclenché, quel est le retour qu'on a? Voyez-vous, dès lors que rien n'oblige l'exécutif à se soumettre de façon systématique ou à suivre l'agenda des députés qui interrogent le gouvernement sur une question, donc cela manque de force, voyez-vous. Mais on a quand même vu notamment des députés du parti Les Démocrates utiliser, je dirais même parfois même exagérer, en tout cas, ce mécanisme par lequel les députés arrivent à demander des comptes à des députés. Et nous avons vu des notes circuler, des questions orales circuler suffisamment. Maintenant, est-ce que ce qui est attendu de l'exécutif, une fois que la démarche est enclenchée, est-ce que ça a été toujours concluant? Est-ce que les explications sont venues? Et je dirais même les bonnes explications sont venues. Donc, des questions sont posées, mais c'est resté suspendu. Oui. Le riche? Oui, effectivement, il y a eu beaucoup de questions au gouvernement pour pouvoir permettre aux populations de mieux comprendre, puisque ce sont les représentants du peuple. S'ils posent des questions, c'est parce qu'ils veulent
que le peuple comprenne ce qui s'est passé. Et ils l'ont utilisé d'une certaine manière, contrairement à la 8e mandature, qui pratiquement n'a pas du tout utilisé. Ah non, la 8e mandature, on se rappelle quand même avec Dakwa Sossou qui réclamait quand même quelques éléments. Oui, on a suivi des débats sur la question de la... C'était rarissime. Absolument, des questions. C'était rarissime. Il faut le reconnaître, c'était rarissime. Donc, avec la 9e mandature, on l'a eu plusieurs fois, et c'est de droit, parce que le peuple doit comprendre les décisions qui sont prises, le peuple doit comprendre ce qui se fait, et quand les députés, ceux qui s'estiment être les représentants du peuple, quand ils constatent que quelque part, il y a ambiguïté, il y a inquiétude, une décision à controverse, c'est normal qu'ils cherchent à comprendre. Et c'est aussi... quand vous parlez quand vous me demandez la recherche, en fait, le contrôle de l'action du gouvernement, je vois aussi un autre aspect qui est assez sensible et qui a vraiment perturbé un peu le peuple béninois. C'est que quand vous voyez que ceux-là qui demandent l'action des détails au gouvernement n'ont toujours pas gain de cause, n'ont toujours pas le retour, c'est inquiétant parce qu'au-delà de tout, ils ont ce droit. Donc, soit on applique la démocratie telle que c'est, soit on ne l'applique pas du tout. Donc, je pense que c'est à ce niveau véritablement que le peuple s'est senti vraiment mal. Mal à travers ces députés qui ont voulu comprendre ce qui s'est passé, mal à travers le peuple qui parfois n'a pas de réponses parce que, quand le veuille ou non, même le chef d'État, là où il est, le mandat qu'il exerce, c'est le mandat du peuple. C'est le peuple qui lui a accordé ce mandat. Et le vrai mandataire, le vrai dépositaire du pouvoir d'État, c'est le peuple national, c'est le peuple béninois. Donc je pense que si ces députés venaient à poser des questions ou venaient à présenter des préoccupations, je pense qu'il était de bon temps qu'on leur donne vraiment satisfaction pour que le peuple à la base comprenne, parce qu'ils doivent retourner chaque fois à la base, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, ils doivent retourner à la base pour expliquer ce qui a été fait, expliquer ce que le peuple n'a pas compris, expliquer les décisions qui ont été prises et la logique, l'ordre, l'esprit dans lequel ces décisions ont été prises. Mais quand ces députés n'ont pas le retour, est-ce que vous imaginez que le peuple peut avoir ce retour-là? Parce que c'est à eux d'aller expliquer. Cela a créé, qu'on le veuille ou non, une sorte de rupture entre les populations et les acteurs politiques. Vous avez vu un peu tout ce qui s'est passé, que ce soit dans la campagne, que ce soit pendant le vote. On a senti véritablement que le fossé va grandissant. Et il urge qu'on corrige ceci, parce que chaque citoyen doit participer à l'action citoyenne en votant. Chaque citoyen doit participer à l'action politique. Et quand le citoyen se sent ignoré, laissé pour compte, délaissé, abandonné ou parfois même, on l'abandonne complètement, le citoyen se dit, ben écoutez, ils font leur jeu, laissons-leur faire leur jeu. Et c'est ça que nous avons vu pendant la campagne. Donc je pense que c'est de fil à aiguille. Donc il faut toujours corriger certaines choses. C'est vrai que nous devons les capitaliser. Les erreurs sont humaines. Et on peut toujours commettre des erreurs, mais il faut savoir capitaliser les erreurs, améliorer les choses. Donc, moi j'en profite pour lancer un appel pour la 10e, pour que ces petites erreurs ne se répètent plus. Je voudrais ajouter quand même le rôle assez essentiel que le président de cette institution stratégie. Les autres, les spectateurs de Canal 3 Bénin, tel que vous l'avez dit, ce matin, oral de la mouvance, mais aussi pour les députés de l'opposition. J'ai jamais voté, peut-être parce que les premières élections, c'était en 2023, si je ne me trompe pas. Et en cette année, j'avais 19 ans. Et c'était membre de pouce de vote dans la case du parti, 16e circonscription. Donc, cette habilité à la tête de l'institution, de soigner l'image de l'Assemblée. On finit en tout cas cette mandature sans de ceci ou de cela, un peu comme on avait remarqué sous Rombedi, où ça allait quand même, ça se souffrait beaucoup entre Guy Mitope et puis Rombedi. Donc ce ne fut pas le cas, c'est à son actif. Voilà, au-delà de ces questions d'émotion, de ces références bibliques ou philosophiques, il est resté quand même
Il est resté un président qui a soigné l'image de l'institution, mais aussi à l'international, parce qu'on l'a vu participer à pas mal de rencontres, mais aussi négocier aussi de beaucoup de rencontres parlementaires au profit de notre Assemblée nationale. Et on a vu aussi beaucoup de missions parlementaires à l'extérieur. Est-ce qu'il fallait vraiment que l'opposition aille au Parlement quand on voit les 3 années qu'ils ont passées là, Eric? Alors, est-ce que la question devrait se poser? Le Parlement, oui, on a eu deux exemples. Un Parlement sans une opposition véritablement et formellement ainsi déclarée, et juste après une opposition avec, un Parlement avec une opposition formellement ainsi déclarée. Moi, je parle du principe de ce que dans une démocratie, pour un Parlement qui est censé représenter les citoyens, on a besoin de toutes les voix. Pour l'équilibre de notre démocratie et cette espérance que nous vivons, en tout cas au quotidien pour notre démocratie, on a besoin justement de toutes les voix pour que les citoyens... Mais est-ce que leurs voix ont porté? Est-ce que ça a apporté quelque chose? Après, c'est à l'interne, alors qu'il faut aller interroger au niveau de ces formations politiques qui revendiquent cette idéologie de l'opposition, de comment on s'organise justement pour qu'une fois au Parlement, on ne donne pas le sentiment à un citoyen qu'on est en train carrément de défendre d'autres causes. Parce que quand j'entends dire que des députés participent à des travaux en commission, font des observations qui sont prises en compte, où un travail a été fait, et qu'à l'arrivée, au niveau de l'adoption, on note un comportement contraire à celui qu'on a montré en commission, ça pose un problème. Cela veut dire qu'on finit de travailler, mais on attend d'autres consignes qui vont peut-être remettre en cause le travail qu'on a fait. Donc, est-ce que ça participe forcément à une vitalité dans un Parlement? Non. Ça veut dire que c'est des questions qu'il faut régler à l'interne au niveau des formations politiques. Le riche? Oui, c'était très vital, c'était très important que l'opposition aille au Parlement. C'est vrai qu'on n'a pas véritablement senti le poids des démocrates parce que c'est le nombre qui importe. Vous savez, toute décision est prise selon un quota donné. Et quand le quota est atteint et que c'est la majorité qui l'emporte, la majorité l'emporte et puis c'est tout. Donc l'essentiel, c'est que l'opposition y participe et que la vitalité... Est-ce que c'est l'essentiel? Il faudrait que l'opposition en y participant quand même puisse apporter ou modifier quelque chose. Déjà ce quelque chose, nous avons vu beaucoup de questions au gouvernement. Ça a changé quelque chose. Au moins le gouvernement, même s'il n'a pas répondu à toutes les questions, a répondu à quand même beaucoup de questions. Ça a changé comparativement à la 8e mandature. Donc je pense qu'il y a déjà eu il y a un avantage qui est déjà là, un acquis qui est déjà là. C'est vrai que le nombre a beaucoup joué contre les démocrates. Les démocrates parfois veulent bloquer certaines décisions, certains votes, mais ils n'ont pas le nombre nécessaire pour le faire. Donc c'est parce que c'est le nombre qu'ils ont envoyé au Parlement ou que le peuple leur a accordé. Ça dépend de comment ils ont voulu convaincre le peuple et ça n'a peut-être pas donné le résultat qu'il faut. Donc prochainement, quand l'opposition veut y aller, que l'opposition batte bien la campagne, que le peuple les envoie massivement au Parlement pour qu'ils puissent effectivement faire jouer leur rôle. C'est la vitalité de la démocratie. Mais l'essentiel, c'est qu'on a senti quand même une touche de l'opposition dans la nouvelle mandature, contrairement à la 8e, où on a vu beaucoup de choses qui sont passées comme d'être à la poste. Voilà. Merci, cher monsieur. C'est vrai qu'on aurait pu aborder aussi ce qu'il faut attendre de la 10e mandature qui va s'installer en janvier prochain. On pourrait revenir là-dessus, on a tout le temps. Absolument. Puisque d'ici à février, il y a quand même des jours qui nous attendent. Allez, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été là. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée aussi. Bonjour à toutes et à tous. À 24 heures de la proclamation des résultats officiels des élections législatives du dimanche 11 janvier dernier, la presse du jour voit le parti LD dans une posture inconfortable. Le quotidien rappelle la règle des 20% de voix dans chaque circonscription électorale qui s'applique à la formation politique de Boniaï et celle des 10% de voix pour les autres partis en lice, UPR, Moël Bénin, BR et FCBE, qui ont conclu en amont des accords parlementaires. Selon les premières tendances annoncées,
Le Parti Les Démocrates aurait de bons scores à certains endroits à Cotonou, dans les 15e et 16e circonscriptions, au centre du pays, dans les 9e et 10e circonscriptions, et dans le nord, surtout dans la Takora. Seulement, conjecture la presse du jour, leur performance serait loin de réunir les 20% des voix dans les circonscriptions électorales où le principal parti de l'opposition a percé. L'Union progressiste Le Renouveau, en revanche, aurait de quoi se frotter les mains après les scrutins du 11 janvier 2026, à en croire le leader du jour. Se fiant aux tendances générales, le journal expose la stratégie ayant servi d'arme décisive au parti de la mouvance présidentielle, qu'il considère comme le grand vainqueur des dites compétitions électorales. Cette victoire est, selon le leader du jour, l'aboutissement d'un travail méthodique, patient et rigoureusement structuré à la base. En effet, depuis son installation en qualité de président du parti, Joseph Fifam Ndjogbenou a fait de l'installation effective des structures de base un impératif stratégique. Section, sous-section, cellules locales, aucun maillon de la chaîne organisationnelle n'a été négligé. À 100 lieues des calculs post-électoraux, Fraternité s'intéresse à une révolution industrielle annoncée. Près de 30 ans après l'arrêt de l'exploitation du champ offshore de Sémé, le Canard pointe que l'or noir béninois est sur le point de refaire surface. Selon la compagnie singapourienne Hex International et sa filière Akrake Petroleum, la production de pétrole sur ce champ situé dans les eaux territoriales béninoises devrait démarrer d'ici fin janvier 2026. Cette activité importante annoncée est une bonne nouvelle pour l'économie béninoise avec ses implications multiples. À court terme, la production pétrolière ouvre la voie à de nouvelles recettes publiques. Dans le cadre du contrat de partage de production, précise le quotidien, l'État béninois détient 15% des parts, aux côtés d'Akrake Petroleum, 76%, et d'Octogone Trading, 9%. À cela s'ajoutent les revenus issus des taxes, redevances et autres mécanismes fiscaux liés à l'exploitation et à l'exportation du brut. Toujours sur le plan économique, Décryptage Info rapporte que pour sa toute première participation au rapport Business Ready 2025 de la Banque mondiale, le Bénin réalise une performance significative en se hissant parmi les économies africaines les plus réformatrices. Un résultat qui confirme la dynamique engagée ces dernières années en matière d'amélioration du climat des affaires. Le pays se classe 5e en Afrique subsaharienne avec un score agrégé de 60,21 points sur 100, une performance qui positionne Cotonou devant Dakar et Yamoussoukro. À l'échelle continentale, le classement reste dominé par le Rwanda qui conserve la première place avec un score moyen de 67,94 points, confirmant son statut de référence africaine en matière de réformes économiques. Terminons, mesdames et messieurs, par des nouvelles de la criette. Le Soleil Bénin Info nous apprend que le député Soumaïla Sounon Bokeh a comparu mardi 13 janvier 2026 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme pour sa première audience dans l'affaire l'opposant au ministère public. À titre de rappel, le parlementaire est poursuivi pour harcèlement par le biais d'une communication électronique et incitation à la rébellion. Selon l'accusation, Soumaïla Sounon Bokeh aurait publié le dimanche 7 janvier 2025, jour de la tentative de coup d'État contre le président Patrice Talon, un message libellé « C'est la fête » dans un groupe WhatsApp. Pour la Cour, ce message pourrait être interpellé comme une manifestation de satisfaction face à une attaque des institutions par des militaires mutins. Face au magistrat, l'élu a contesté cette lecture. Il a affirmé que le message en cause ne traduisait en rien une adhésion ou un soutien à un coup de force. Selon ses explications, l'envoi du message résulte d'une erreur de manipulation. Il a précisé que le texto était destiné à un groupe de discussion dédié à des retrouvailles entre amis dans le cadre de l'organisation d'une fête. Après les échanges, la Cour a renvoyé le dossier au 24 février 2026, date à laquelle elle statuera sur la demande de mise en liberté provisoire et poursuivra les débats. Le quotidien indique en outre qu'en ouverture d'audience, les avocats de la défense avaient également soulevé une exception de nullité de la procédure
contestant la régularité de l'arrestation et des actes subséquents. Fin de la revue de presse de ce mercredi 14 janvier 2026.